Bonjour, je suis Loïc Hervouette et le simple animateur de ce dossier. Malheureusement, mes années de journalisme actif derrière moi, mais j'ai fait à la fois du journalisme ici même, d'ailleurs, dans la région, parce que j'ai dirigé Centre Presse, et puis à Ouest France, à RFI, d'ailleurs dans le monde, et fait aussi beaucoup de formations de journalistes. Mais je ne suis pas là pour ça, et simplement pour vous présenter très rapidement la table ronde et l'ordre dans lequel on va essayer de travailler. On va commencer par l'ancêtre. Alors l'ancêtre, c'est moi ici, hein, mais il est quand même... il est quand même mûr, Philippe Boissonnat, donc rédacteur en chef à Ouest France. Il en dira plus sur lui s'il veut tout à l'heure, mais qui notamment va essayer de nous raconter l'histoire de ce qui a été la première charte des faits divers créée en France à l'initiative de Ouest France. Et il va essayer de nous en faire l'histoire et la mise en œuvre aujourd'hui encore. À ma droite, Caroline Devos, qui, elle, adore le fait divers. Et il y a des gens comme ça, c'est pas possible. Elle a même quitté la Somme pour venir à l'ANR spécialement pour traiter le fait divers, ce qu'elle a fait pendant plus de 10 ans de manière intense, avec de temps en temps quelques petits rappels lorsqu'il y avait un problème compliqué où on lui redemandait un peu de conseils, et qui nous livrera donc un peu l'expérience de son vécu et des cas de conscience, notamment, auxquels elle a été confrontée, parce que c'est un métier de cas de conscience. Le métier de journaliste, si on ne le savait pas, on va le redécouvrir. À la droite absolue de la table, Pierre Gans, qui, là aussi, a un passé de journaliste, et notamment à RFI, et qui travaille aujourd'hui comme secrétaire du CDJM, le Conseil de déontologie, et qui a travaillé précisément pour nous faire un scoop aujourd'hui. Le scoop, ça va être la publication d'une recommandation du CDJM sur la façon de traiter les faits divers. Il va nous résumer ça rapidement tout à l'heure. Et puis, nous terminons, last but not least, on dit ça comment, je ne sais pas très bien, en lorrain. Enfin bref, par Sébastien Georges, qui, au titre des journaux du groupe EBRA, mais surtout du Républicain lorrain, que c'est lui qui ne veut plus enregistrer. Bon, si, ça va, ça, on entend. Pardon, excusez-moi. Va dire ce qu'il veut, d'ailleurs, parce que tout le monde dira ici ce qu'il veut. Mais aussi un peu, je lui ai demandé d'angler un petit peu son intervention sur cette fameuse question juridique, y compris, et difficile d'application, même et surtout dans la PQR, du droit à l'oubli, de l'effacement de la condamnation. Ce que je pense un certain nombre de gens seront intéressés à demander quand ils n'auront plus de bracelet électronique. Mais je ne vise personne. Merci à tous. Alors, on démarre ? Allez, Philippe, au boulot. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Philippe Boissonnat. Je ne sais pas si je suis mûr, mais enfin, ça fait 35 ans que je suis journaliste. Et donc, depuis 30 ans à Ouest France et depuis 3 ans, l'un des 3 rédacteurs en chef, puisqu'aujourd'hui, on a un collège de 3 rédacteurs en chef. Laetitia Greffier qui s'occupe de l'actualité nationale et internationale, Sébastien Gromette qui s'occupe de l'actualité locale, régionale, départementale, et moi qui suis un peu en retrait, et dont une des missions, c'est de m'occuper de nos chartes, car il y en a plusieurs à Ouest France. Je vais pas développer sur le détail, ce serait fastidieux peut-être. La charte dont je vais vous parler, il est possible que Loïc la connaisse mieux que moi, car lorsqu'elle a vu le jour, c'était à l'issue d'une réflexion engagée par notre ancien PDG François-Régis Hutin, qui a été le patron d'Ouest France pendant plusieurs décennies, et avec un objectif explicite. Il y en avait peut-être un implicite, mais il y en avait un qui était clair, c'est qu'on avait à l'époque une 50aine de rédactions et d'agences, comme aujourd'hui, enfin un peu plus. Je pense qu'à l'époque, on devait tangenter les 60, aujourd'hui on en a 52. Et l'objet, c'était de doter l'ensemble des journalistes travaillant dans ces 52 rédactions et agences d'une boussole permettant d'harmoniser, d'homogénéiser les traitements. Traitement des faits de justice, traitement des faits divers, des accidents, dans quel cas on donne l'identité, dans quel cas on ne la donne pas. Donc, excusez-moi, il y a eu une réflexion qui, je crois, avait duré 2 ans à l'époque,
Et puis, à l'issue de ces 2 ans, est sorti un classeur dont certains d'entre nous se souviennent, qui était un classeur en carton, avec des fiches. Et donc, c'était un outil pédagogique. J'ai toujours le mien, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était pas tout à fait la Sainte Bible, mais enfin, c'était vraiment notre outil de référence qui ne répondait pas à toutes les questions, parce que la matière même des faits divers fait qu'on ne peut pas imaginer une casuistique disant dans tel cas, dans telle situation, ça sera toujours cette réponse-ci, mais qui posait un certain nombre de barrières, de boussoles. Alors, donc 30 ans, hein, une des premières en France, sinon la première, ça je sais pas. Moi, j'étais pas encore à Ouest France quand elle est sortie. En revanche, parmi les objectifs indirects, très clairement, pour le candidat à l'embauche que j'étais, c'était très rassurant de connaître l'existence de cette charte. Moi, j'étais journaliste à Paris dans la presse magazine, j'avais jamais fait de faits divers et je savais bien qu'en candidatant à Ouest France, j'aurais du fait divers à traiter périodiquement. Donc, comme toujours, il y a une forme d'appréhension. C'est quand même couvrir un procès d'assises ou même un procès en correctionnel, rendre compte ne serait-ce que d'un accident de la circulation. Ce ne sont jamais des choses neutres. On parle de questions de vie ou de mort, de liberté ou d'incarcération. Et donc, savoir qu'on a un document de référence sur lequel on peut s'appuyer, à partir duquel on peut discuter, à partir duquel on va construire un langage commun entre aujourd'hui 700 journalistes qui sont quand même dispersés sur un territoire important, c'est un peu rassurant. Voilà. Et donc, je pense que ça a joué, et je le dis parce que je ne suis pas le seul à le constater, ça a joué dans l'attrait qu'avait cette maison-là, cette entreprise-là. Donc, après, ça ne nous protège de rien, hein. Il faut être clair, c'est pas parce qu'on a une charte qu'on ne fera plus. D'ailleurs, vous le savez bien, c'est pas parce qu'il y a un code de la route qu'il n'y a plus d'accidents et que tout le monde conduit de manière optimale tous les jours. Donc, faudrait pas que ça nous mette sur une espèce de piédestal qui serait absolument non seulement malvenu, mais même contre-productif. Et alors, c'est là que je voulais en venir quand je disais qu'il y avait un objectif implicite. Mais là, c'est un pur soupçon. Je me suis toujours demandé si dans la tête de François-Régis Hutin, notre PDG de l'époque, directeur de la publication, cette charte n'avait pas pour vocation d'organiser notre inconfort. C'est-à-dire que le journaliste qui fait du fait divers et qui en fait beaucoup finit par être un peu blindé. Et la charte, elle interdit d'une certaine manière de se dire, voilà, je fais ça depuis 10 ans, je ne me pose plus de questions, je sais que dans tel cas, je fais comme ça. Et seulement comme ça, et toujours comme ça. Or, la charte précise bien dès le début que l'extrême diversité des situations, l'extrême diversité des contextes ne permet pas, comme je vous le disais tout à l'heure, d'appuyer sur un bouton et de dire là, je mets toujours l'identité, là, je ne la mettrai jamais. Donc, elle oblige toujours à se reposer la question, à se questionner, et en fait, elle oblige à partager, c'est-à-dire elle oblige à en discuter avec ses collègues de travail, avec son encadrement, assez fréquemment avec la rédaction en chef. On dit toujours à tous les confrères, vous nous appelez quand vous voulez, de jour comme de nuit, sur une question de faits divers. On est là pour discuter avec vous, pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour comprendre quelle est la solution que vous préconisez, et ensuite on tranche, à plusieurs. Donc voilà, donc ce que je pouvais vous dire, j'ai été un peu long, je finis. Juste, donc, comme elle a 30 ans, cette charte, 35 ans même, il nous est apparu nécessaire, il y a 3 ans, de la revisiter. On s'est constitué un groupe, on était, je crois, 14, 7 hommes, 7 femmes, avec différentes fonctions dans l'entreprise. Il y avait des gens de l'encadrement, des gens de la rédaction en chef, il y avait des localiers qui connaissaient bien les questions de faits divers, il y a des secrétaires de rédaction. Et pendant 1 an, on a passé la charte historique à la paille de fer, en se disant comment c'est écrit, ces mots-là, comment ils sont entendus aujourd'hui par nos confrères, nos consoeurs. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il faut préciser telle ou telle notion? Par exemple, on disait on ne donnera pas l'identité d'une personne sauf avant un procès, sauf si elle est mise en examen et écrouée, sauf s'il y a de la notoriété. En cas de notoriété importante, on peut donner l'identité d'un élu qui est accusé de ceci ou de cela, parce qu'il a un devoir d'exemplarité. Mais la notion de notoriété n'était pas définie.
Donc là, on s'est dit, on va préciser un peu ce qu'est la notoriété. Parce que quand vous écrivez dans une rédaction comme Redon ou Lamballe, ou une petite rédaction, vous pouvez être très très connu à Lamballe et personne ne vous connaît en dehors. Donc on s'est dit, la notoriété, c'est quand vous êtes connu dans votre commune, mais pas seulement, au-delà aussi. Et ça nous aide parfois pour arbitrer lorsque des joueurs de foot, par exemple, sont impliqués dans une affaire de mœurs. On met l'oreille dente, on ne met pas l'oreille dente. N'ont pas encore été jugés. Bon, donc c'est un de nos critères. Est-ce que cette version passée à la paille de fer est disponible non pour seulement, le public? Alors elle est là, elle existe, mais surtout elle est disponible sur le site internet. C'est-à-dire que ça a été une des évolutions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, auparavant, la charte sortait assez peu du journal. Et d'une manière générale, je vais être honnête avec vous, on n'y tenait pas tant que ça. On disait, si on présente la charte, ça va être le meilleur moyen de se faire taper sur les doigts. Parce que le lecteur nous dira oui, mais alors là, dans la charte, vous écrivez ça, mais voilà ce que vous avez fait ce matin, et c'est pas raccord. Et donc, depuis 1 an, elle est en accès libre sur le site internet ouestfrance.fr dans la rubrique Qui sommes-nous ? Voilà. Et à chaque fois qu'on va la remettre à jour, on changera les choses. Parce que, d'abord, on a continué de réfléchir. On s'est dit, oui, on se fera probablement taper sur les doigts de temps en temps. Mais je pense que, et l'expérience semble le confirmer, les gens attendent de nous un peu de transparence et qu'on partage avec eux finalement les questionnements qui sont les nôtres. Et donc on risque plus à ne pas s'exposer, même avec nos limites et nos difficultés, qu'à jouer la transparence et dire voilà notre point de départ de la réflexion, voilà comment on a cheminé, et ce matin, vous avez lu ça, c'est une connerie, ou pas. Donc elle est opposable au tiers, en tout cas. Elle vous est opposable, oui. Ce qui est, semble-t-il, une bonne chose. J'ai été trop long. Non, je t'en prie. Une petite réaction rapide ? Oui, moi je voulais demander, vous avez dit, donc vous avez revu cette charte, puisqu'elle était, c'est vrai que les pratiques ont évolué, je pense au fil du temps. Est-ce que donc ça s'applique à tous les journalistes de Ouest France qui pratiquent le fait divers, et est-ce que tous sont d'accord avec les règles qui ont été émises ? Alors une charte, je vous le disais tout à l'heure, c'est une boussole. Donc, c'est pas le code pénal, donc ça n'interdit jamais de discuter, et au contraire. Donc, périodiquement, alors ça s'applique à l'ensemble des journalistes, mais ça veut dire qu'on est d'accord pour que ce soit notre point de repère commun. Après, dans le journalisme, c'est un art tout d'exécution, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que, cas par cas, on peut discuter. Et donc, en fait, une des vertus de cette révision de la charte, ça n'a pas tellement été qu'on a changé tant de choses que ça. En fait, on a travaillé 1 an. Donc, on l'a présenté à des magistrats, on l'a présenté à des avocats, on l'a présenté à des gendarmes, à des policiers. On a discuté avec eux, on a entendu leurs remarques. Il y en a certaines qu'on a considérées constructives, d'autres qui étaient totalement hors sujet. Donc, finalement, c'est vraiment notre charte. Il n'y a pas eu aucun organisme ne l'a tamponnée sinon nous. Elle s'applique donc à tous, mais comme je vous le disais, elle n'interdit jamais au débat, et c'est même plutôt l'inverse. Elle est donc faite pour régler toute une série de problèmes divers et variés, notamment les cas de conscience, qui sont ceux que va nous raconter Caroline. Oui. Donc, je précise d'entrée qu'il y a également une charte beaucoup plus récente que celle de Ouest France, mais à la Nouvelle République, qui a été élaborée et qui est mise en œuvre depuis janvier 2023. Donc c'est beaucoup plus récent. Mais moi, j'ai pratiqué les faits divers intensément avant la mise en œuvre de cette charte, mais il y a toujours eu quand même plus ou moins des règles. Effectivement, des règles notamment sur la publication des noms, je vais y revenir, mais moi j'ai découvert les faits divers au départ quand j'étais journaliste localière en bureau détaché, dans des petits bureaux en Picardie notamment, ou une terre de faits divers s'il en est. J'en ai connu pas mal, et j'ai découvert à la fois le fait divers et la chronique judiciaire quasiment en même temps. Mais de la chronique judiciaire, j'allais dire du quotidien, c'est-à-dire celle des petites audiences correctionnelles, des comparutions immédiates, enfin tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup ça. Je maintiens d'ailleurs que le fait divers est une matière noble et que c'est un exercice particulièrement difficile pour les journalistes et qui requiert particulièrement des compétences professionnelles. Des cas de conscience, personnellement, j'en ai eu beaucoup. On m'a demandé de lister un petit peu. Le premier cas de conscience qui s'était posé, je pense à moi,
et qui se pose, je pense à beaucoup de mes collègues, c'est de savoir à quel moment je peux parler d'une affaire ou pas. Est-ce que j'ai assez d'éléments ou pas? Est-ce que c'est voilà. Souvent, on est sollicité par des gens qui viennent nous voir en disant voilà, je voudrais expliquer, je suis victime de telle chose, etc. Je veux que la presse en parle. Bon, donc il y a un cas de conscience parce que parfois c'est un peu tôt. Il y a juste une plainte qui est déposée. Est-ce qu'une plainte ça suffit pour faire un article? Pour mettre en cause quelqu'un qui va être impliqué dans cette affaire. Une plainte, c'est déjà ça, j'allais dire. Hein, il faut qu'il y ait au moins une plainte, mais c'est pas toujours suffisant. J'ai un souvenir de tout début de mon parcours professionnel. J'étais jeune journaliste en poste dans un petit bureau détaché en Picardie et des familles étaient venues me voir en me disant qu'ils portaient plainte contre un instituteur qui aurait eu des gestes déplacés à l'encontre de leurs enfants. L'affaire semblait assez grave et en même temps très très délicate parce que accuser un instituteur de ce genre de choses, c'est hyper infamant, très compliqué. Et donc le dilemme, c'était est-ce que je fais quelque chose, je fais pas. En même temps, ne pas en parler, c'était éventuellement, on voit bien aujourd'hui dans ces affaires qui émergent aujourd'hui, Betaram et autres. C'était éventuellement couvrir, laisser le silence s'imposer sur ces faits. Donc bon, on a voilà ce genre de cas de conscience. À quel moment j'en parle? Bon, quand il y a une enquête qui commence à être ouverte, que la police ou la justice se saisit des faits, déjà on est un peu plus à l'aise pour en parler. Mais parfois, le fait que la presse mette les pieds dans le plat dans une affaire, ça permet de faire bouger les choses. Et tout le problème, c'est qu'effectivement, on peut jeter l'opprobre sur une personne. Et donc, c'est un cas de conscience difficile à résoudre. On le résout généralement en essayant de prendre des précautions, en essayant de prendre des précautions d'écriture. Quand on dit qu'une personne est mise en examen, on ne dit pas qu'elle a commis les faits. Donc on est petit à petit amené à apprendre à écrire de manière prudente. Mais bon, il n'empêche que quand on dit que telle personne est mise en examen pour viol, ça jette quand même. On a beau dire que c'est juridiquement sans risque, ça reste quelque chose qui peut effectivement entraîner un dégât non négligeable. Moi, il se trouve que cet instituteur, donc j'ai suivi toute l'affaire. Je m'étais dit, je vais suivre ça de près. Il a été jugé devant un tribunal correctionnel et relaxé. Parce que, en fait, les gestes en question n'ont pas été considérés comme étant de nature sexuelle. C'était des gestes peut-être un peu maladroits, déplacés, mais pas constituant une atteinte sexuelle. Donc, il a été relaxé et on l'a écrit, effectivement. Bon, il a fallu aller jusqu'au bout. Bon, au final, est-ce qu'il aurait fallu ou pas traiter cette affaire? De quelle manière? J'ai tranché, moi, à l'époque, à ma manière, mais c'était un cas de conscience, effectivement. Et ça, le risque qu'il y ait une relaxe au bout et que, finalement, les faits ne soient pas constitués. Le problème, c'est qu'on est très souvent amené à parler d'affaires avant même qu'elles soient jugées. Sinon, comme la justice est beaucoup plus lente que le temps médiatique, il y a beaucoup d'affaires dont vous entendriez absolument pas parler. L'affaire Jubilard, toutes ces affaires qui font parler. Forcément, si on attendait que la justice se soit prononcée, on n'en parlerait pas. Donc il y a ce premier cas de conscience, c'est de savoir à quel moment je parle ou pas d'une affaire. Est-ce que je vais... par exemple, si une personne est placée en garde à vue, j'ai eu aussi ce cas-là, on apprend que le patron d'une entreprise locale est placé en garde à vue. C'est une information, on va l'écrire, mais on sait aussi qu'être en garde à vue, ça peut n'aboutir à rien du tout. Et donc, il faut aussi toutes les précautions pour faire comprendre à nos lecteurs que ça ne veut pas dire que la personne a commis les faits. L'autre dilemme qui était évoqué d'ailleurs précédemment à l'occasion par rapport à la charte, et la charte de la Nouvelle République essaye aussi d'y répondre, c'est de savoir est-ce que je publie ou pas les noms des personnes qui sont impliquées. Alors souvent, par exemple, quand on fait de la chronique judiciaire, au moment du jugement, c'est plus facile d'une certaine manière parce que on a la condamnation. Aujourd'hui, la charte de la Nouvelle République dit qu'on met les noms des personnes qui sont condamnées à plus de 2 ans ferme, par exemple. Bon,
Ça, c'est relativement simple, j'allais dire. Encore que entre deux personnes, il y en a une qui va être condamnée à 1 an et 6 mois, on va pas mettre le nom, et l'autre qui est condamné à 2 ans ferme, on va mettre le nom. Donc, on peut toujours discuter de savoir si c'est justifié ou pas, mais bon, on a fixé une règle et il faut bien l'appliquer. Donc, c'est quand même plus simple. Moi, à l'époque où je travaillais, il n'y avait pas cette règle-là, mais on a toujours quand même mis les noms, surtout quand les gens étaient condamnés à de la prison ferme. Et uniquement, j'allais dire, quand les gens étaient condamnés à de la prison ferme. C'était déjà la règle, plus ou moins, depuis très très longtemps. Le problème, c'est qu'on n'évoque pas que les affaires qu'au moment où elles sont jugées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et par exemple, voilà, et on l'a évoqué aussi précédemment, quand on a des élus, des gens qui sont connus, hein, on a un élu, j'ai eu le cas, hein, j'étais au fait divers, on apprend qu'un élu du département, dont je ne dirai pas le nom parce qu'on ne va pas rappeler les choses, mais est en garde à vue parce qu'il a été arrêté à son arrivée à Paris en descendant du train, parce qu'une femme avait porté plainte avait appelé la police. Donc il était en garde à vue pour agression sexuelle, quoi. C'est un élu connu du département. On l'a écrit. Et on l'a écrit donc plus récemment, dans une affaire de stupéfiants également concernant un élu, on l'a écrit aussi. Et là, on met le nom, parce que si vous voulez... Si vous dites un élu du département est en garde à vue, vous jetez le discrédit sur tous les élus du département. Et puis nous, on est là pour écrire des choses précises. On ne peut pas dire il s'est passé quelque chose quelque part. Hein. Donc il faut quand même qu'on précise. Et donc quand ce sont des gens qui sont connus, on met presque systématiquement les noms avant même la condamnation. De même, quand les affaires sont graves, des affaires criminelles, je pense à l'auteur de la tuerie de Tours, son nom, dès le lendemain, il était dans le journal. Il était à peine mis en examen, quoi. Donc, et là, la charte des faits divers de la Nouvelle République, elle a été élaborée beaucoup plus récemment donc, à Ouest-France, aussi pour harmoniser ces pratiques, parce que au cas par cas, chaque fait diversier se pose la question: est-ce que je mets le nom de la personne qui est mise en examen pour meurtre ou pas? Est-ce que je mets le nom de la victime, etc. Bon, donc ça, la charte maintenant, elle a pour vocation à régler ce genre de débat. Normalement, il est possible de mettre le nom d'une personne qui est mise en examen dans une affaire criminelle. Après, ça règle jamais tous les problèmes, comme on le disait précédemment. Par exemple, dans les affaires d'atteinte sexuelle sur mineurs, à partir du moment où on ne peut pas dévoiler l'identité de la victime mineure, s'il y a un lien entre l'auteur et la victime, par exemple c'est l'oncle, c'est le mari de la nounou, c'est etc. Et on peut pas, même s'il y a viol, même si les faits sont très très graves, on ne va pas forcément diffuser le nom de l'auteur de manière à protéger l'identité de la victime qui est mineure. Et de toute manière, les noms des victimes mineures, on ne les met jamais. Ça, on ne les publie jamais. C'est même une interdiction légale de toute manière. Donc voilà. Donc il y avait les cas de conscience, c'est de savoir à quel moment je parle d'une affaire. Il y a après, est-ce que je publie les noms ou pas. Donc là, les noms, je dirais que ça dépend des affaires. Et c'est souvent, dans les affaires les plus graves, aujourd'hui, on a tendance à mettre les noms dès la à partir du moment où la personne est mise en examen et écrouée. Donc là, on est un peu sur la même ligne que la charte de Ouest-France, et c'est le sens de la charte qui est de la Nouvelle République également, qui a été élaborée aussi. Il y a un troisième volet que j'avais noté par rapport au cas de conscience qui se pose, c'est quand j'écris un fait divers, quels détails je donne dans mon article. Parce que on va être amené à parler de faits qui sont souvent assez sordides, assez difficiles, et avant même, donc au moment de la découverte des faits, donc au moment dans le temps de l'enquête en fait, plutôt, et on est obligé parfois d'essayer de comprendre les circonstances, alors qu'elles font encore l'objet d'investigations et qu'elles ne sont pas encore tout à fait éclairées. Donc parfois, c'est risqué parce qu'on peut se tromper, on peut avoir des informations qui émanent même de sources policières au début de l'enquête et qui ne soient pas tout à fait exactes, ou il y a des pistes qui sont explorées qui finalement vont aboutir ou pas. Donc parfois,
on peut être amené à se tromper et aussi à parfois donner des précisions sur lesquelles on va se poser des questions. Par exemple, je donne un exemple. Une des dernières affaires que j'ai eu à traiter quand j'étais en poste vraiment aux faits divers, ici à Tours, c'était une affaire d'une jeune femme qui avait été retrouvée morte. Et j'avais appris que cette jeune femme se livrait à la prostitution sur Internet. Et donc, la question se posait de savoir si je devais écrire ça ou pas d'entrée. Alors je l'ai écrit et je vais vous expliquer pourquoi. Et malheureusement, ça n'a pas été... ça peut se débattre, mais je l'avais écrit parce qu'en fait, c'était lié au crime. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui était en garde à vue et cet homme était un de ses derniers clients. Donc le fait qu'elle se livrait à la prostitution faisait partie de l'affaire. C'était une des circonstances de l'affaire. C'était comme ça qu'elle avait rencontré l'auteur du crime. Et... il se trouve que dans mes relations avec le parquet à ce moment-là, j'avais sollicité le parquet au moment où on était au courant de la découverte du corps et de la garde à vue d'un suspect. Et le procureur ne voulait pas me répondre. Il m'a dit « Faites votre travail, moi je ne communique pas sur cette affaire ». Il avait prévu de faire un point presse 3 ou 4 jours plus tard. Mais moi j'étais dans le temps, nous on avait l'info. On savait qu'il y avait un suspect en garde à vue, une jeune femme retrouvée morte, etc. Et donc, j'avais fait mon article. Sauf que le procureur me l'a reproché après parce qu'en fait, il n'avait pas eu le temps de prévenir la famille que la jeune femme se livrait à la prostitution. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, voilà. Alors, il n'empêche que la prostitution, dans cette affaire, faisait partie de l'affaire. Donc c'est aussi un des cas de conscience qu'on a. On en a rediscuté récemment avec d'autres collègues qui font les faits divers. Quand les circonstances sont liées au crime, même si effectivement le fait qu'elle se livre à la prostitution, c'était négatif, ça jetait l'opprobre sur elle, et en même temps, ça justifiait d'ailleurs pas le crime, il n'empêche, mais c'était une circonstance qui faisait partie des détails de l'affaire, et on l'avait donc écrit. Donc c'est un peu notre règle aussi, c'est quand les faits sont liés à l'affaire, on en parle, et quand c'est pas lié, par exemple donner l'origine, dire... voilà, l'auteur est d'origine tchétchène ou je sais pas quoi. Bon, si c'est pas lié à l'affaire, il n'y a pas de raison de l'écrire. Donc voilà les cas de conscience qu'on a à se poser la plupart du temps. Je voulais te dire un petit mot aussi de la commission de gestion des données personnelles, puisqu'on en a parlé du droit à l'oubli. Donc il y a aussi à la Nouvelle République, donc une charte comme on vient de le dire, et une commission qui se réunit chaque mois, qui réunit la direction juridique du journal et la rédaction en chef, et qui examine les demandes d'effacement. Puisque moi j'ai travaillé à une époque où il y avait moins de web, mais aujourd'hui, et ça fait partie de l'évolution aussi du traitement des faits divers, avec aussi plus de rapidité, un travail parfois dans l'urgence, et aussi du droit à l'oubli. Donc la Nouvelle République examine les demandes. Alors dans ces demandes, il y en a beaucoup qui ne concernent pas du tout les faits divers, des demandes d'effacement. Il y a des gens qui ont fait faillite ici à Tours, par exemple, qui ne veulent pas que ça se sache à l'autre bout de la France, qui demandent à ce qu'on efface leur nom. Il y a aussi des gens qui ont fait partie d'un parti politique et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts ou qui ne veulent plus que ça se sache, donc qui demandent à ce qu'on efface l'article sur la candidature sous telle ou telle étiquette. Et puis, il y a des gens, effectivement, qui sont impliqués dans des faits divers et qui demandent à ce qu'on retire leur nom. Alors, assez souvent, c'est des gens qui sont condamnés depuis peu de temps, en fait, qui demandent, et qui parfois écrivent même de la maison d'arrêt, donc qui demandent à effacer. On a eu d'ailleurs un cas, je vais terminer par là, dans une affaire assez emblématique ici, d'une personne qui avait été condamnée dans une affaire récente et qui avait fait beaucoup de bruit, une affaire de détournement de fonds. Et... alors dans cette affaire-là, bizarrement, il y avait 2 personnes. Il y avait une qui avait été relaxée, qui n'a pas demandé à ce qu'on retire son nom. Par contre, l'autre qui a été condamnée demande à ce qu'on retire son nom. Bon, à ce jour, on ne l'a pas retiré, à ma connaissance. Voilà. On va y revenir en détail sur la question du droit à l'oubli. Sur les autres problèmes, cas de conscience, avant que Pierre nous en dise d'autres, il y en a d'autres, des natures de cas de conscience liés aux faits divers
que le listing est déjà pas mal, le nommer, quand on en parle, est-ce qu'on donne tous les détails. La question, là quand même, hein, la question de savoir et s'inquiéter de savoir si la famille sait. Oui, du côté, on est tous confrontés à ça. On a des faits diversiers en milieu rural. On est tous la notoriété de quelqu'un, en fait. Donc, il y a toujours des liens, en fait. Et se retrouver sur le devant de la scène pour des faits, avec la présomption d'innocence qui doit primer et qui est la règle de droit en France, et heureusement. On se pose toujours ces questions-là. Maintenant, le fait que les familles... Dernièrement, on a eu un cas sur un de nos titres où, effectivement, on avait une personne qui nous a écrit pour nous demander comment vous avez pu révéler ça. On ne voulait pas que la famille sache qu'il faisait ça. Ça recoupe un peu tout à l'heure l'histoire de la prostitution, mais clairement, il y a aussi des secrets de famille. Et en fait, le fait divers, il rentre dans la vie des gens. Il rentre dans la vie intime. Et parfois, nous, on est les témoins. On est juste les messagers et les témoins de ça. Et rentrer dans cette vie-là, évidemment, provoque des dégâts internes dont on n'a pas forcément conscience et mesuré. Et c'est impossible, en fait, de les mesurer. Puisque nous, on est sur des faits vérés. Alors, il y a des histoires d'embargo. Quand le procureur commence à vous dire « cherchez tout seul », c'est qu'il sait lui-même très bien que le sujet est quand même particulièrement bancal et qu'il va préférer que les réseaux et les sources multiples confirment d'une manière ou d'une autre plutôt que d'être à l'origine. Même des fois, il ne veut même pas confirmer alors qu'il sait qu'on a raison et qu'on a bien fait notre travail. Mais voilà, en fait, c'est en permanence. Et c'est pour ça que le fait divers est une spécialité faite par des professionnels. Tout à l'heure, ce que tu disais, Philippe, c'était aussi que on a besoin d'être vigilant pour nos équipes, en fait, aussi. Parce que nos équipes sont en permanence, se blindent, parce qu'ils voient des choses. Quand vous vous réveillez à 4 heures du matin, que vous allez sur un accident corporel d'un train, je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Que vous arrivez sur un accident de la route au fin fond de la campagne meusienne, et qu'il y a les parents qui hurlent, qui sont à deux doigts de vous taper dessus parce qu'ils ont leur gamin encastré dans une voiture et qu'il est mort. Quand on est fait diversier, c'est la réalité de notre métier, c'est la réalité de nos terrains. Et il faut qu'on les accompagne et qu'on leur donne des clés. Parfois, cette habitude-là fait que les clés, il faut aussi qu'il y ait un dialogue entre nous et nos personnels, parce qu'ils disent « mais attends, je sais, t'inquiète pas ». Voilà, moi j'ai déclenché parfois des cellules psychologiques pour accompagner des collaborateurs qui ont été confrontés à des drames de la route, des enfants, des agressions, voilà, et aussi des menaces, ou des menaces physiques, où ils ont été agressés. Le paysan qui est en train de voir sa ferme brûler en plein après-midi, qui sait qu'il va y perdre plusieurs dizaines de têtes de bétail. Il est dans une furie et comprend pas qu'on puisse faire une photo de la ferme qui brûle. On va jamais montrer les personnes, enfin les animaux, etc. Mais on va montrer un fait. Et lui, il est dans un état émotionnel qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser, tel que parfois ça se traduit par une agressivité. Et nos équipes sont pas forcément habituées, mais c'est aussi valable quand ils vont sur des manifestations aujourd'hui, etc. Donc voilà, en fait, il y a un vrai enjeu pour nous aussi d'accompagner nos équipes, que nos équipes acceptent aussi parfois qu'on leur dise « n'allez pas au contact ». Je me souviens de 2 derniers exemples. Un fait diversier qui un jour me rentre dans mon bureau après être allé sur un incendie. Elle m'a dit « ah super, hein, je suis allé j'ai pu rentrer dans la maison qui flambe, j'ai fait des super photos ». 1 heure après, il était à l'hôpital parce qu'il était en insuffisance, il avait respiré des gaz. Et donc derrière, c'est une aberration. Jamais je lui demande d'aller rentrer et de se mettre en danger. Ça ne vaut pas la peine. Comme on va sur une manifestation et que parfois on a eu des manifestations extrêmement qui ont dégénéré avec des casseurs, et là les casseurs ils font pas la différence et ils veulent taper et ils considèrent qu'on incarne aussi l'autorité, etc. Ils nous tapent dessus aussi. On a des journalistes qui ont été agressés.
à un moment donné, quand c'est devenu extrêmement chaud, moi, j'ai donné consigne à mes équipes de prendre de la distance et d'observer et de se mettre à plusieurs centaines de mètres, quitte à prendre un téléobjectif mammouth pour faire des photos, mais de ne plus aller au contact. Et pourtant, on m'a dit, ouais, mais tu comprends, pour faire la photo, machin, il faut que j'y sois tout près, machin. Oui, mais non, moi, en tout cas, je refuse ça. Et donc, en fait, c'est tous ces aspects-là qui sont aussi que notre métier et nos faits diversiers, et en termes de charte, c'est aussi important d'encadrer, à la fois de donner des consignes à nos équipes et dans les deux sens. Voilà. Il faudra peut-être créer une formation de journaliste fait divers, peut-être un peu. Hein, ou en tout mais cas, il y en a, et puis en fait, aujourd'hui, on a surtout on a des réflexions sur, et Philippe pourra, je crois qu'il l'a mis en place chez lui, et je sais qu'à Nouvelle République, ça a été fait aussi, des formations sur la prévention des risques en manifestation, notamment. Et on a aussi, avec l'Alliance, on travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour aussi permettre à nos équipes de faire des tests, de travailler avec eux. Parce que parfois aussi, les forces de l'ordre, quand ils canardent, ils ne font pas la différence entre un journaliste qu'ils connaissent. Moi, je suis intervenu il y a 1 an et demi là, auprès d'un préfet, parce que j'avais un DDSP qui, en termes de manif, a canardé un photographe avec qui buvait le café 20 minutes avant. Mais ouais. Ça fait un bon fait divers. Juste un mot, parce que je pense qu'il y a des jeunes confrères ou des aspirants journalistes devant nous. Tout ce que vient de dire Sébastien, tout ce qu'a dit Caroline, je le partage. Enfin, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Juste un mot quand même pour dire que le fait divers, c'est pas seulement un lieu de traumatisme et de violence absolue. Donc, ça serait idiot de dire qu'il n'y a pas toutes ces menaces, tous ces risques. Ça existe. Il arrive quand même. Et pour moi, quand ça arrive à un confrère ou à une consoeur, je lui dis, ça y est, ton prix Albert Londres, tu l'as eu. À l'issue d'une affaire très lourde, j'ai en tête un cas où il y avait un petit bébé qui était décédé accidentellement dans une famille. Il avait disparu pendant plusieurs jours. On l'a retrouvé noyé dans une buse. Enfin, c'était vraiment une affaire épouvantable. Et donc le parquet avait évidemment ouvert une enquête, et lorsqu'il s'est avéré que la mort était totalement accidentelle, il y a eu une dernière conférence de presse. Le confrère qui avait suivi toute cette affaire était là. La conférence de presse s'achève. Le parquet dit voilà, l'action de la justice s'éteint, puisque là, c'est vraiment un accident. Et il dit, mais vous, monsieur Machin, là, donc un confrère d'Ouest France, vous restez 30 secondes. Le confrère commence à se demander ce qu'il a fait. Il se dit, merde, je vais me faire engueuler par le parquet, ce qui s'est passé. Et le magistrat, quand ils sont en tête-à-tête, lui dit, voilà, je vous remets un courrier qu'on m'a demandé de vous remettre. Et c'est un courrier du grand-père du bébé décédé qui tenait à remercier ce confrère qui avait tout couvert depuis le début jusqu'aux obsèques, qui était assez public parce que l'affaire avait suscité une forte émotion. Et le grand-père, il disait, voilà, écoutez, je vous remercie parce que tout ce que vous avez fait, tous les liens qu'on a établis, évidemment, ça ramènera pas le petit, ça enlèvera pas le chagrin, mais ça nous a... voilà. Je pense qu'on a quelques cas aussi, donc je voulais le mentionner juste pour que vous qui vous apprêtez à entrer dans le métier, vous n'ouvriez pas le gaz tout de suite. C'était la rubrique positive. Voilà. Ça peut arriver. Je veux juste ajouter, effectivement, pour abonder dans ce que dit Philippe, que c'est un formidable job, en fait. Fait diversier, c'est une des plus belles écoles du journalisme aujourd'hui pour apprendre les différentes règles, pour être dans la réactivité, dans le show. C'est pas parce qu'il y a des aspects un peu complexes, mais c'est hyper exigeant et c'est un super job en fait. On va aborder la complexité, d'ailleurs à l'instant même, quand je vais passer la parole à Pierre Gans sur la complexité de l'ensemble des recommandations que peut faire le CDJM. J'avais une question à poser juste avant, mais peut-être à tout le monde ou à toi, Pierre. Me revient cette expression permanente dans le vocabulaire, le tueur présumé. My God. Alors, je sais que c'est une précaution juridique formidable, sauf que quand vous racontez dans l'histoire que le type qui vient de poignarder quelqu'un au marché a été pris par la foule autour, qu'il l'a maîtrisé, qu'il l'a remis à la police et que, manifestement, il n'a pas l'air de contester tellement que ce soit lui qui a foutu le coup de poignard, continuer à dire le tueur présumé, est-ce que c'est pas contre-productif, là aussi, quelque part, de dire, bon, au fond, ils savent rien ou ils savent pas, ou etc. Peut-être que c'est abordé dans les conseils.
Oui, avec quelques autres points de vue. Je vais répondre tout de suite à ta question, puis je reviendrai après sur le reste. En fait, ce qu'il y a derrière cette expression, c'est une précaution que prennent les médias par rapport à la notion de présomption d'innocence. Alors, la notion de présomption d'innocence, elle s'impose en droit, mais elle ne s'impose pas en déontologie. En déontologie, ce qui s'impose, c'est la non-diffamation. Et donc, les journalistes ne doivent pas accuser les gens s'ils n'ont pas de preuves. La présomption d'innocence commence à s'appliquer à partir du moment où il y a une action policière, une action des juges qui est en cours. C'est ce que jugent les tribunaux. Elle ne s'applique pas quand un journal fait une enquête. Et les personnes qui mettent en avant tout de suite l'atteinte à la présomption d'innocence chaque fois que Mediapart, par exemple, sort un dossier, mettent en avant une notion juridique pour essayer de faire taire le média. Ça n'est pas la même chose. Donc, à partir de cette grille de lecture, on peut peut-être s'interroger sur le sens du mot présumé. En même temps, quelle autre formule trouver? La personne qui est fortement soupçonnée, qu'on a vu tenir un couteau ou autre, je ne sais pas comment il faudrait l'écrire. Bon. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est quelquefois, et c'est légitime de la part des médias d'ailleurs de se protéger de poursuites pour atteinte à la présomption d'innocence, mais encore une fois, l'atteinte à la présomption d'innocence, elle s'ouvre à partir du moment où il y a en cours une action de la police, une action de la justice, et pas avant. Et c'est très souvent, sur les cas de faits divers, sur d'autres types de sujets qui ne sont pas directement des faits divers, elle est très souvent mise en avant par les personnes qui sont citées par les médias pour se protéger. Alors c'est une des choses qu'on dit dans cette recommandation, cette série de préconisations qui est publiée aujourd'hui, que je vous communique tout de suite à vous-même autour de la table et qui est disponible et dans la salle et à notre stand. Le CDJM, c'est une instance d'autorégulation de la profession qui est ouverte au public. Et ce qui est intéressant dans le travail que nous faisons, c'est que le public amène des regards. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites tous les trois, sur lesquelles on est entièrement d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais lorsqu'on les regarde à travers le questionnement du public, ça amène un complément de réflexion. Je le vois à travers les saisines que nous recevons. Beaucoup de ces saisines sont irrecevables parce qu'elles sont, par rapport à la procédure que nous avons mise en place, complètement hors procédure, qu'elles ne portent pas sur des points déontologiques, mais sur des choix éditoriaux des médias. Mais beaucoup de ces saisines aussi, du point de vue du public, posent des questions que les journalistes se posent parfois, ne se posent pas d'autres fois. Alors, il y a certes des chartes, et on rend hommage tout à fait à celle de Ouest France. Ça serait mentir que de ne pas dire que c'est une des chartes que nous avons lues et relues dans le groupe de travail composé de journalistes, de représentants d'éditeurs et de représentants du public qui a travaillé pendant plus de 18 mois là-dessus. La charte de Ouest France est comment dirais-je, c'est l'ancêtre respectable et qui amène beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a certaines formules, on a essayé d'en trouver d'autres pour ne pas donner l'impression qu'on vous avait paraphrasé, mais quand même, on ne les a pas vraiment trouvées. Donc, on a vu qu'il y avait une petite cousinade. Oui, mais on l'assume et avec honneur, parce que une fois que les choses ont été bien dites, c'est difficile d'essayer de les dire autrement. Généralement, on les dit moins bien. Mais on a essayé dans ce travail qui s'adresse à tous les journalistes. Et je voudrais dire ici que effectivement, il y a Ouest France, effectivement, il y a le Républicain, le Rhin, l'Est républicain, la Nouvelle République, ce qui sont des médias installés avec des journalistes encadrés. Et puis, il y a de plus en plus des lieux où les faits divers sont traités par des journalistes pigistes, par des journalistes seuls, par des petites rédactions où il n'y a pas vraiment d'encadrement très expérimenté. Également, on n'a pas du tout parlé ici encore d'audiovisuel. Mais l'audiovisuel, excusez-moi, est aujourd'hui une source d'information, notamment sur le service public, sur les faits divers énormes. Il a été dit tout à l'heure, j'avais travaillé à RFI, je voudrais rassurer tout le monde. Avant de m'occuper de l'international, j'ai été à France Inter, Sud Radio et Radio Monte-Carlo, et je peux vous dire que j'ai bouffé du fait divers. Donc, je n'ai pas qu'une expérience de l'actualité internationale. Et donc, ce qu'on a essayé de faire au sein du CDJM, c'est de rappeler, je dis bien rappeler, je ne pense pas qu'on ait créé de choses très neuves, de rappeler les grandes préconisations en matière de traitement des faits divers. Je ne vais pas vous les lire là, vous découvrez le document. Je voudrais insister sur 2-3 choses, justement du point de vue du public qui est celui qui nous interroge. Sur le terrain, il nous est beaucoup revenu, par exemple, que le travail des secours devait être respecté par les journalistes, ce qui n'est pas le cas, et notamment par les confrères de la télévision, je le dis au risque de me fâcher avec eux. Dans le contact avec les témoins, il doit y avoir de la part des journalistes
une approche très spécifique qu'on a essayé d'analyser et d'expliciter. Notamment, ça a été dit tout à l'heure, quelqu'un l'a employé, ne pas profiter de l'émotion des gens, parce que le fait divers est par définition un moment où l'émotion des témoins, voire l'émotion du journaliste, et vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure, et risque de, comment dirais-je, rendre difficile la restitution exacte des faits. Vous verrez dans notre petite série de recommandations ce que l'on dit. Et puis, beaucoup de choses ont été dites déjà sur l'identité des personnes. On a essayé de résumer les choses à destination des confrères en disant la question à se poser, c'est est-ce que l'identité est importante pour la compréhension des faits ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Alors c'est une règle un peu mécanique, mais en tout cas en la posant, et puis on la décline avec toute une série de cas différents, en la posant, je pense que ça peut donner une grille de lecture et de réflexion là-dessus. On a aussi voulu insister sur des points un peu particuliers, comme notamment le traitement du suicide. On a été saisi à plusieurs reprises par le public d'articles publiés, notamment je pense à un article qui a été publié dans un grand quotidien régional du sud de la France, concernant un suicide. Et l'article, pour l'instant, on n'a pas rendu la décision, mais il est clair que le travail qui a été fait par le confrère ne mettait pas en cause des règles déontologiques. En même temps, il est clair que perçu par le public, et perçu notamment par la famille la personne qui s'était donné la mort, cela pouvait poser un problème. Et donc on a essayé de rappeler un certain nombre de règles, y compris les règles de l'effet d'exemple que peut avoir parfois la restitution d'un suicide. Je ne reviens pas sur la présomption d'innocence, j'en ai parlé tout à l'heure, on parlera peut-être du droit à l'oubli ensuite. Je voudrais insister surtout sur la notion de respect des personnes dont on parle et auxquelles on s'adresse. Une des choses qui nous frappe quelquefois dans les saisines que nous recevons, c'est une sorte de voyeurisme de la part d'un certain nombre de médias, je n'en citerai aucun, mais pour insister sur un certain nombre de faits. La télévision, notamment, quelque part, par la répétition d'images, par la répétition de commentaires dans le système d'information continue, finit par atteindre un voyeurisme excessif vis-à-vis du public et qui n'a aucun intérêt en matière informative. Parce que la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que ces pratiques apportent quelque chose pour l'information du public sur un fait d'intérêt général? Et là, on a essayé de rappeler un certain nombre de règles. Voilà, je ne vais pas insister davantage, on pourrait prendre des exemples sur lesquels on a été saisi. Il me vient juste un cas, alors vous allez me dire c'est un cas d'espèce très particulier, c'est un tout petit média, mais ce petit média en même temps, il a plus de 20 000 personnes qui le lisent tous les jours sur Internet, qui a raconté, qui a publié un article dans lequel il était dit qu'un groupe de 3 jeunes gens avait violé une jeune femme mineure. Les 3 jeunes gens étaient cités, et la jeune femme mineure n'était pas citée, mais on disait que son papa, qui s'appelait M. Dupont, habitait à tel endroit. Ce média, il cumulait, enfin, je vous vois réagir, mais il cumulait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça a quand même été lu par 20 000 personnes dans la région, la petite région où ça se posait. Donc, l'intérêt de cette démarche, elle est vers vous, les médias de la place, si je puis dire, mais elle est aussi vers les médias de plus en plus nombreux et vers les confrères de plus en plus isolés quelquefois, qui ont à traiter ce type de sujet. C'est une des vocations du CDJM aussi, que d'élargir la réflexion sur la déontologie au public et aux médias qui n'ont pas la chance d'avoir eu M. Hutin, il y a 30 ans, comme responsable pour initier une réflexion sur ces questions. Un mot sur le CDJM, le nombre de saisines touchant des faits divers. Alors, j'ai fait une petite statistique, c'est assez intéressant. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à peu près 60% des saisines que nous recevons ne sont pas recevables, soit parce que, pour des raisons de procédure, soit parce que ça concerne un article ou une émission qui a plus de 3 mois. On s'est calqué sur la prescription de la loi de 1881. Soit parce que c'est une mise en cause du choix éditorial de la rédaction. Si la rédaction a choisi de traiter l'affaire de M. Bidule dans telle ville, c'est son choix, c'est pas un bon. Donc beaucoup sont éliminés à cause de ça. Mais sur les 232 avis que nous avons rendus ces 5 dernières années, j'ai trouvé 35 cas qui concernent spécifiquement un fait divers, donc celui que je vous racontais, ou d'autres qu'on pourrait évoquer. Ça fait 15%. Je me suis posé la question, pourquoi il n'y en a que 15%? Alors, c'est peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup. Alors, il y a 2 hypothèses de réponses que je vous apporte. Soit parce que les journalistes de faits divers sont très bons,
Et donc, ils ne tombent pas sous le coup de question du public sur le respect de la déontologie, soit parce que le public considère que certaines pratiques, finalement, ne sont pas des problèmes déontologiques quand il s'agit de faits divers. C'en est pour eux quand il s'agit de traiter de la guerre en Israël entre le Gaza. Là, ils nous saisissent. C'en est pour eux quand il s'agit de traiter de problèmes politiques, mais c'en est plus quand il s'agit de traiter de faits divers. Et là, ça voudrait dire que le public, j'insiste sur mon conditionnel, bien que je n'aime pas l'usage du conditionnel en journalisme, mais ça voudrait dire que le public s'est habitué petit à petit à des modes de traitement qui peuvent parfois être tangents sur le respect du fait divers. Je ne pense pas que ça soit vrai, mais quand même le petit chiffre de 15% seulement de saisine sur ce point-là m'a interpellé. Est-ce que sur le plan international, on n'a pas beaucoup évoqué, mais le traitement du fait divers dans d'autres pays, enfin, il y a des conseils de presse avec qui vous travaillez, ils ont plus de saisines fait divers? Je ne sais pas, là-dessus, je n'ai pas eu fait statistique. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que si on prend l'exemple du Conseil de déontologie journalistique belge, dont on s'est beaucoup inspiré, qui a 12 ans maintenant, 15 ans maintenant d'existence, son existence a amélioré énormément la qualité du traitement des faits divers dans des journaux qui étaient très spécialisés là-dessus, sans changer rien à la ligne éditoriale de ces journaux. Mais un certain nombre de raccourcis, un certain nombre d'exagérations, etc., ont disparu, et les journaux s'en félicitent eux-mêmes, parce que du coup, ils ont gagné en crédibilité auprès de leur public. Ils sont moins perçus comme simplement, entre guillemets, je mets le mets avec guillemets autour du mot, un torchon, mais comme un journal sérieux, parce qu'ils ont progressé sur ce terrain-là, sans changer rien à leur ligne éditoriale. Dernière question sur le CDJM. Ils répondent, les journaux, quand... Alors, il y a deux types d'attitudes de la part des médias. Il y a les médias qui disent qu'on n'existe pas et qu'on est illégitime. Et puis, il y a ceux qui le disent, mais qui nous répondent quand même. Voilà. Donc, de toute façon, l'illégitimité n'est pas un cas d'impuissance. Sébastien, on attaque les aspects un peu juridiques, et puis pas seulement juridiques, moraux aussi. On va regarder un peu tout ça, mais juste, moi, je voulais rajouter une chose par rapport aux chartes. En fait, on a tous des chartes, et donc effectivement, Ouest France a ouvert le bal. Tous les médias, quasiment, enfin les grands médias et les télévisions, que ce soit médias presse écrite ou audiovisuels, ont des chartes. Il faut bien avoir conscience que ces chartes vont au-delà en fait de la légalité, c'est-à-dire qu'on va plus loin que ce que les règles de base de la loi française nous imposeraient. Quand on décide de ne pas donner le nom d'une personne après 2 ans à moins de 2 ans ou de 12 mois ou de 24 mois de prison ferme, rien ne nous oblige à le faire en fait. Et souvent, c'est méconnu que les médias, par leur charte des faits divers, se mettent des règles au-delà de ce qui est normalement possible de faire. C'est-à-dire que parfois, moi, je suis interpellé, on y reviendra après, c'est la transition vers l'oubli, sur le fait, vous n'avez pas le droit, comment avez-vous pu écrire ça sur nous ? C'est une audience publique au tribunal, la loi ne m'impose pas, et simplement elle me permet même, par le droit à l'information, et cette liberté de la presse, de diffuser un grand nombre d'informations. Et finalement, nous, médias, avons décidé, au regard de la société, de notre rôle dans la société, de nous mettre quelques règles supplémentaires. Et voilà. Donc c'était juste une précision importante. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et je voudrais dire que c'est une des raisons qui justifie l'existence d'un conseil de presse. Parce que la loi ne peut pas répondre à toutes les questions que se posent les journalistes ou que se pose le public par rapport au travail des journalistes. Et l'existence d'un lieu où le public peut avoir cette réponse est une des réponses à votre remarque. Merci de l'avoir faite. Moi, je voulais juste ajouter que c'est une chose qui m'a été très, très souvent dite. Vous n'avez pas le droit d'écrire mon nom. Et j'ai été obligée plusieurs fois de répondre que si j'ai le droit d'écrire un nom, voilà. Et notamment, je me rappelle de trafiquants de stupéfiants condamnés à 5 ans de prison ou à 10 ans de prison même sur des grosses affaires de trafic de stupes qui me disaient vous avez mis notre nom, nous aussi on connaît votre nom. Enfin bon, c'était pas super agréable. Mais beaucoup de gens qui, même dans des affaires criminelles, qui croient qu'on n'a pas le droit d'écrire les noms des personnes impliquées. Alors que, en fait, la loi ne nous l'interdit pas, ce qui est marqué d'ailleurs dans ce document que je viens de voir. Et alors, est-ce qu'on a le devoir d'effacer des noms ? Alors, rappelons-nous aussi déjà que nous, on a une loi incroyable en France, qui c'est la loi de 1881. Et
s'enorgueillir que cette loi, qui a aujourd'hui 144 ans, soit toujours d'une actualité, d'une modernité assez incroyable. Et elle est particulièrement... elle nous donne aujourd'hui cette possibilité, cette liberté de la presse, cette liberté d'expression. Enfin, voilà. Elle régule un certain nombre de choses. On a des obligations, mais il faut toujours se faire référence à ça. Et donc, effectivement, on peut avoir des conseils de presse, mais n'oublions jamais que cette loi de 1881 est le socle des socles, et gloire à ceux qui l'ont rédigée, parce qu'elle est toujours aussi actuelle aujourd'hui, malgré les évolutions. Le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, aujourd'hui, justement, c'est une transition avec ça, parce qu'en fait, le droit à l'oubli, c'est évidemment magnifique de se dire que la protection des données des uns et des autres, elle est fondamentale. Et ça, personne ne peut le contester et ne doit le contester. Dans ce monde qui est numérique, c'est plus que jamais vrai. Néanmoins, après, quand on regarde dans la profondeur, il faut qu'on ait conscience que tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ et n'a pas les mêmes règles et les mêmes lois à appliquer en la matière. Nous, on a la RGPD, on a au niveau européen le droit européen, etc., qui nous impose un certain nombre, avec un gendarme, la CNIL, qui va surveiller si on respecte les droits fondamentaux liés à la gestion des données, à la protection des données. Mais les GAFA et tous les acteurs du numérique, j'étais sur la précédente table ronde sur l'IA, les acteurs de l'IA, eux, cette RGPD, cette loi des protections des données, ils s'en contrefoutent. Et aujourd'hui, on est quand même tiraillé entre ces deux aspects-là. Nous respecter, répondre à un certain nombre de demandes, et je vais y venir, de droit à l'oubli. Et à côté de ça, les GAFA qui disent « Nous, c'est pas notre problème, débrouillez-vous, c'est une loi européenne, nous, on est américains ou chinois, peu importe. » Donc voilà, c'est un vrai sujet. Et donc, surtout quand finalement, on se rappelle aussi que et c'est pour ça que j'ai commencé par évoquer 1881, que la liberté de la presse et la liberté d'expression, la liberté d'information, le droit à l'information sont constitutionnels. C'est pas juste une vue de l'esprit par des éditeurs ou des journalistes qui ont envie de défendre ça. C'est inscrit dans la Constitution, dans les droits et la Déclaration des droits de l'homme. Donc, voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, elle existe, la loi la RGPD, il faut et une nouvelle fois, on n'est pas là, c'est pas une question de la contester, au contraire. Il y a des vrais... je suis aussi un citoyen, il y a tout un tas de choses qui m'interpellent. Mais moi, j'en gère sur EBRA, on est à 5000 demandes par an. Sur l'ensemble des 9 titres du groupe EBRA, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le groupe EBRA, c'est 9 titres de la façade Est, premier groupe de presse régional, ce qui fait des fois titiller le premier titre national de PQR, qui est Ouest France, mon ami Philippe. Ceci est un autre débat, mais globalement, voilà, on est l'Est républicain, le Républicain Lorrain, Vosges Matin, l'Alsace, Dernière Nouvelle d'Alsace, Progrès, Journal de Saône-et-Loire, Bien Public et Dauphiné Libéré, en plus d'autres activités du groupe EBRA autour de l'événementiel et des pure players numériques, Frandroid et Numérama. Et on est propriété du Crédit Mutuel, puisque c'est notre actionnaire. On est totalement transparent, on n'a aucun souci à le dire. Et donc, sur l'ensemble des 9 titres, c'est à peu près 5000 demandes de droit à l'oubli à gérer chaque année. 1000, moi j'en ai sur mes 3 journaux, puisque je suis rédacteur en chef de l'Est républicain, Républicain Lorrain et Vosges Matin, à peu près 1400. Mon confrère de Lyon, on a à peu près 1800, 1900, et puis le Dauphiné 800 et les Alsaciens 500-600. Donc grosso modo, on est à peu près à 5000. Ça nous prend un peu de temps, mais on le fait.
on le fait tous les mois, un peu ce que expliquait tout à l'heure ma consoeur. Tous les mois, la rédaction en chef avec un soutien juridique. Donc tous les mois, j'ai un rendez-vous d'une demi-journée que je consacre à ça pour faire les arbitrages ultimes. Alors il y en a certains qui sont automatiques. Là, il y a une partie, c'est pas les faits divers, c'est les mariages. Nous, on publie les photos de mariés les week-ends. Et les photos de mariés, au bout d'1 an, 2 ans, parfois, on n'est plus marié. Et donc, avoir sa photo et son nom associé à son ex-mari, à son ex-épouse, ça chagrine, et donc on les enlève. Donc ça, sur les 5000, c'est une part non négligeable de ça. Et puis, on a plein d'autres choses, plein d'autres aspects, on l'a dit, des chefs d'entreprise qui ont ouvert un commerce, et puis le commerce a fermé, pour des raisons X, Y, une artiste qui a voulu se lancer, qui a lancé un disque dont on a fait le portrait, avec un pseudo, et puis qui demain devient, je ne sais pas, responsable RH, par exemple, parce que je pense à cet exemple parce que je l'ai eu, et qui me dit, moi, j'ai plus envie que quand on tape mon nom, on voit que j'ai été artiste et que j'étais chanteuse et que j'ai tenté ma carrière. Voilà. On a aussi le droit à l'oubli, c'est aussi le droit de la photo. Et celui-là, il est inaliénable. Donc, on ne peut pas faire autrement que de l'accepter. Quelqu'un qui veut qu'on retire sa photo, pour X raisons que ce soit, on est obligé, puisque c'est retrait du consentement d'avoir été pris en photo. Alors, je ne parle pas des photos des mineurs, où là, les règles sont extrêmement strictes et on ne doit pas diffuser de photos de mineurs sans l'accord des 2 parents. C'est important, la précision des 2 parents. Puisque vous pouvez très bien arriver dans une manifestation, je ne sais pas, d'un Père Noël, ou avec un Père Noël qui donne un cadeau à un gamin. La maman est là, elle dit OK. Puis papa qui a des problèmes avec maman, et donc il vous écrit et vous dit mon autorité parentale, montrez-moi que je vous l'ai donné pour accepter que mon fils soit en photo. Donc comme vous ne l'avez pas fait, je vous réclame 5 000 €. Et donc tout ça part dans les procédures judiciaires, etc. C'est notre réalité aussi. Et donc, il y a les photos. Donc, une fois qu'une personne nous dit « je veux retirer la photo », là, il n'y a pas le choix, on la retire. Mais c'est aussi le cas de stars ou de personnalités qui considèrent qu'ils veulent le profil de droite et pas le profil de gauche, qui trouvent qu'ils n'avaient pas le bon maquillage ce matin-là parce que c'était pas le bon jour, que la coiffure, ils ont changé de coiffure, que la coiffure ne correspond plus à celle qu'ils ont aujourd'hui. Je peux vous faire une liste de Prévert, c'est assez sympa, assez ludique, mais on n'a pas le temps. Et donc, voilà, c'est un peu tous ces aspects-là qui font partie de toutes les demandes de droit à l'oubli, de son droit à la personnel. Évidemment, après, on a les cas majeurs qui sont des cas liés à des condamnations liées à des faits divers, où là, régulièrement, on a des choses qui s'entendent, et donc nous on a mis des règles. On a mis des règles au sein des bras, alors pour 2 raisons. Enfin, déjà parce qu'on applique la loi et qu'on est légaliste, ça c'est pas la première chose, la plus importante. Et puis quand la CNIL passe, la CNIL, parce que quelqu'un qui n'a pas obtenu satisfaction peut saisir la CNIL. La CNIL, elle enquête et elle est rarement favorable aux médias. Et ça, c'est quand même aussi un questionnement parce que ça va au-delà de la loi et du droit constitutionnel, le droit de l'info. Et donc, la CNIL, elle nous impose de changer. On a eu plusieurs choses. Par exemple, et la CNIL, pardon, pour vous finir, elle peut vous mettre des amendes. Il faut bien on sait que les caisses de l'État sont ce qu'elles sont, donc il y a besoin de sous. Donc, de temps en temps, elles vous mettent des amendes. Et les amendes, ça peut faire 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Chez nous, la référence, ce n'est pas l'entreprise de presse, c'est l'actionnaire. 3% du chiffre d'affaires du Crédit Mutuel, je vous laisse mettre un certain nombre de zéros derrière le 1, voilà, c'est la 3e banque française, donc ça a un impact. Donc nous, on est particulièrement vigilants. Et on a une chaîne de contrôle qui est assez stricte sur le sujet parce que, évidemment,
déjà, on veut respecter. Notre actionnaire n'intervient pas dans nos contenus et on a cette chance-là par rapport sans doute à d'autres groupes de presse. Mais un peu comme à Ouest France, personne n'intervient non plus. C'est ça qui est cool. On peut faire comme on veut. L'indépendance des rédacs, c'est important pour nous. Mais surtout, le Crédit Mutuel, il nous dit respectez les règles, parce que forcément derrière il y a des enjeux financiers, ils n'ont pas du tout envie qu'on fasse n'importe quoi. Donc voilà. Donc résultat des courses, on a mis en place un système où tous les mois chaque rédacteur en chef supervise les demandes, rend compte, justifie. Donc toute demande doit avoir une réponse dans les 28 jours. Toute demande doit avoir une réponse non seulement dans les 28 jours, mais également circonstanciée et illustrée. Si je fais une réponse type « Monsieur, j'ai bien reçu votre demande, mais je ne peux pas y donner suite car sous couvert de la liberté de la presse et du droit à l'information », c'est une exception qui est accordée. Le droit à l'oubli accorde cette exception-là, donc on peut la faire valoir. Mais si je fais juste cette réponse-là, elle n'est pas recevable. Je dois remonter, donner des éléments. Monsieur, vous me demandez de me prononcer sur un droit à l'oubli parce que vous avez été jugé par le tribunal de Nancy le 27 février 2023 et condamné à 5 ans de prison ferme, et vous me demandez d'effacer votre nom. J'estime qu'aujourd'hui, votre cas ne justifie pas, puisque, au regard de la société, l'infraction dont vous avez été condamné est toujours valable, etc. Et elle est toujours d'actualité. Il y a la notion d'actualité qui est extrêmement importante pour refuser et justifier le refus. Là, ça devient recevable, et même s'il va à la CNIL, j'aurai une réponse déjà qui aurait été circonstanciée. Mais si je réponds juste non, je suis pas d'accord, je suis sûr que ça marche pas. Donc voilà, les contraintes sont fortes et donc on doit étudier chaque cas par cas. Donc je suis un peu long, pardon, mais c'est vraiment pour expliquer que aujourd'hui, et je reviendrai après sur les conséquences, sur les recommandations, parce qu'au sein de l'Alliance des éditeurs, donc l'Alliance de la presse pour l'information et d'information générale, la PIG, qui réunit l'ensemble de la PQR, la PQN et de la presse hebdomadaire, on a des actions, on a des points de vue, et je pourrais les détailler après, une fois que j'aurai... Peut-être juste donner quand même un côté technique à ça. Le droit à l'oubli va s'imposer à quoi? Il va s'imposer à ce qu'il y a sur Internet. Oui. Vous n'allez pas retirer le journal de 1952 quand même, sauf erreur. Non, c'est uniquement... On va toucher au PDF, on va toucher uniquement aux articles en lien URL, puisqu'en fait, c'est lié... En fait, c'est ça, c'est le paradoxe. C'est que c'est lié à la publication, à une recherche sur Google, en gros. Enfin, sur le moteur de recherche. On ne devrait pas donner la marque. On lui fait déjà assez de pubs comme ça. Et donc, c'est lié à ça. C'est-à-dire que vous tapez votre nom, vous voyez apparaître votre nom dans un article de presse, et là, vous écrivez Google, en fait, et vous dit, c'est pas de ma faute, c'est l'éditeur, c'est celui qui a publié. Mais en fait... on oublie que c'est Google qui scrolle et qui vient vérifier ce qu'on a sur nos titres et qui les met machin, d'où les droits voisins, qui ne payent pas assez cher. Et donc derrière, en fait, la personne nous saisit pour qu'on efface. Et donc c'est cette partie-là qui est effaçable. Parmi... tout à l'heure, on parlait des élus. Alors, les élus du Rassemblement national ou de Reconquête ou des extrêmes en général sont des fans du droit à l'oubli. Ils savent très bien le faire, parce qu'une fois qu'ils ont perdu l'élection, ils n'ont surtout plus envie que ça apparaisse. Mais bon, ils ont quand même été candidats, donc là, pour le coup, nous, on refuse. Mais c'est vraiment lié au contenu et à une URL, en fait. Et donc, il y a tout un tas de procédures qu'on a mis, mais c'est ce que je reviens à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est la manière dont fonctionnent les GAFAM. On a fait un système, et derrière, c'est nous qui sommes comptables de ça. Une question, et puis s'il vous plaît, sur 100 demandes, combien sont satisfaites? En moyenne, on est à 50%, sans doute. Moitié-moitié. Ouais, parce que à peu près, moitié-moitié. Ouais. Parce que si je compte notamment, je vous ai dit, il y a tout un tas de choses liées à la photo. Les mariages, je ne vais pas leur dire, OK, je continue. Beaucoup de mariages, alors. Hein? Dont beaucoup de mariages. Oui, je vous ai donné cet exemple-là, mais il y a des choses comme ça. Mais on essaye. En fait, on mesure à chaque fois l'intérêt général et l'intérêt éditorial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus nos archives. Donc,
on doit être vigilant sur en quoi ça apporte de l'information. C'est d'ailleurs là-dessus que la CNIL aussi parfois nous accroche en disant on estime, nous, que l'information n'a plus de sens à être diffusée de cette manière-là, car elle n'est pas dans l'intérêt général. Est-ce que c'est pas parfois très difficile à jauger cet élément-là? Parce que vous prenez l'exemple d'un candidat aux élections. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de savoir finalement que tel candidat aux élections, il y a 5 ou il y a 10 ans, a été condamné pour tel acte et qu'on peut le retrouver effectivement sur la longue traîne des sites Internet? Donc il faut mettre une balance en permanence. Avant qu'il soit candidat, on ne le sait pas. Pardon? Avant qu'il soit candidat, on ne le sait pas. Si au bout de 10 ans, il nous fait une demande pour nettoyer, si là, par exemple, je rebondis sur ce que vous dites, s'il nous fait une demande aujourd'hui pour nettoyer son empreinte numérique, nous, on ne sait pas que c'est parce qu'il va se présenter dans un mois ou dans 6 mois pour les élections municipales. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui a été condamnée pour escroquerie, qui veut effacer ça, c'est une info ou pas qu'il a été condamné pour escroquerie? Parce que ça peut lui permettre de recommencer. Mais c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va se prononcer au regard de ce qui a été fait. Après, la condamnation à perpétuité numérique, elle se pose aussi. Donc maintenant, nous, on estime qu'il faut il y aurait sans doute besoin de quelques aménagements pour la presse. Mais clairement, on a aussi des gens qui ont été condamnés. Moi, j'ai une personne qui m'a écrit il y a 6 mois en me disant « Monsieur, j'ai fait une connerie quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je gère 100 personnes, je fais 5 millions de chiffre d'affaires. Je souhaite que vous me donniez droit à mon droit à l'oubli. » J'ai regardé son entreprise, j'ai regardé des confrères où il a changé de région, des confrères ont fait des articles sur sa réussite professionnelle. Et pourtant, quand on tapait le nom, on voyait. Là, j'ai accédé à la demande. Mais parce que des fois, à 18 ans ou 20 ans, on fait une connerie avec des copains, on est embarqué dans des trucs, et puis on passe une nuit au poste, on fait n'importe quoi. Et puis surtout, comme on disait, on revient aux chartes. Je termine là-dessus, je passe la parole à Philippe. On a fait évoluer nos chartes. Avant, nous, on avait à 6 mois de prison ferme, on donnait le nom, on est passé à 1 an, et on se pose la question de passer à 2 ans. Et Philippe cède sa parole à la salle après une phrase. Oui, juste pour dire deux remarques par rapport à ce que vient de dire Sébastien. La première, c'est que je suis surpris du nombre de demandes de droit à l'oubli que tu as. Moi, j'en ai beaucoup moins. C'est aussi entre 500 et 600 par an. Donc, c'est pas du tout la même échelle. Je pense pas que les mariages expliquent tout, parce que nous, on fait pas les mariages, donc beaucoup plus rarement. Bon, et alors juste une info, donc sur quelle suite on donne. En gros, c'est assez simple. Sur 3 ans, c'est 30% de refus, parce qu'on considère que le droit à l'info justifie qu'on maintienne cette info présente sur nos sites internet. 30% de retrait. Effectivement, monsieur, votre peine est purgée. On ne va pas vous laisser votre casier judiciaire ad vitam aeternam. Et il reste dans nos archives quand même. Et 30% d'anonymisation. Oui, d'accord. Voilà. Mais ça veut dire quoi? On modifie on réintervient sur le papier. Non, pas le PDF, la version numérique. Oui, sur la version numérique. Vous modifiez l'URL aussi? Non, a priori non. Si son nom est dans l'URL, on retrouve. Ah oui, si son nom était dans l'URL. Mais c'est quand même assez rarement le cas. On a pris des dispositions justement pour que maintenant on évite de mettre les noms dans les URL à cause de ça. On s'adapte aussi, clairement, parce que et quand je vous ai dit 50%, on traite de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas les articles. La majeure partie, on va soit anonymiser, soit on peut maintenant mettre. Il y a des systèmes informatiques qui permettent de ne pas supprimer le nom, mais que le nom ne remonte plus chez Google, dans le moteur de recherche. Enfin, voilà, il y a des systèmes techniques aussi. Et juste une toute dernière question. Oui, est-ce que vous avez des archives papier accessibles dans vos journaux? Est-ce qu'on peut encore aller au siège de Ouest France consulter la collection papier? Alors chez nous, oui, mais pas dans tous les titres du groupe EPRA, parce qu'il y a aussi les bibliothèques. Et vous savez qu'on a le droit, on a le dépôt légal et tout ça, il contribue. Le droit à l'oubli, il a disparu. Ah, mais ça sent le droit à l'oubli, il est numérique. Hein. C'est uniquement numérique. Hein. Bonjour et merci, c'était vraiment intéressant. Je dis juste d'où je parle. J'ai 30 ans d'Ouest France derrière moi.
Et j'ai demandé à entrer à Ouest France en raison de cette charte, parce que j'avais besoin, moi, de déontologie très tôt. Voilà. En revanche, je travaille maintenant. Enfin, je suis devenue pigiste et je travaille sur les faits divers pour Œil sur Image. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été passionnée par le boulot qu'on a fait au CDJM. Juste pour que ce soit clair, la charte de Ouest France est vraiment très très bien. Dès qu'on la regarde, on a plein de clés, y compris celle du temps. Et ma question, en fait, c'est structurellement, que font les journaux et en l'occurrence Ouest France pour que l'application de la charte, la mise en œuvre de la charte soit possible. Je prends 3 petits exemples rapides. Un appel, mais pourquoi c'est déjà sur la Manche Libre et pas chez nous, donc un fait divers. Je dis parce que je n'ai qu'une source. Ouais, mais enfin bon, tu sais bien comment à parler. Voilà. Alors, problème de la source. En général, on n'en a qu'une. Quand c'est le parquet, c'est pas forcément une seconde. Je ne vais pas parler du pont de Ligonnès pour illustrer mon propos. Ça, c'est le premier truc. Deuxième exemple, oui, on entendait ce couple se déchirer tous les soirs. Donc ça, c'est en gros titre, c'est sensationnel. C'est dans Ouest France. C'est juste un voisin de la maison où il y a eu un meurtre et un suicide. Et il n'y a que ce voisin. C'est mis en titre. Donc, quid de la relecture et du temps de relecture et du temps de discussion. Et puis, très récemment, sur l'affaire... je suis désolée, du coup, mais c'est parce que c'est des exemples très, très concrets. Et dans l'affaire la nouvelle polémique prison dont s'est emparée la presse Bolloré et ses amis, sur des soi-disant massages qui auraient été prodigués en prison, selon la dépêche, pour la Saint-Valentin, Ouest France reprend, mais comme tous les journaux, hein, à part France 3 Occitanie, j'ai travaillé le sujet, à part France 3 Occitanie et Libé qui a fait son check news dessus, personne n'a démenti expressément qu'il y a eu des massages pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas eu de massage, c'était pas pour la Saint-Valentin. Voilà. Mais il n'empêche que tous les journaux, y compris des très bons, la preuve, disent dans l'affaire des massages prodigués à la prison de Seyss à Toulouse, à côté de Toulouse, Gérald Darmanin dit que. Voilà. Et le mot massage est dans l'URL, le mot massage est dans ou le titre ou voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de paravents. Les journalistes sont très bien formés, notamment quand ils suivent les cursus, mais on n'a pas forcément ni le temps de la réflexion, ni le réflexe de la réflexion. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi quelque chose comme le CDJM qui permet pour le public de pouvoir demander des comptes. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. Bon, je reviens juste pour ce qui est de la formation. Je suis fraîchement diplômée d'une école de journalisme et on a eu 1 semaine de formation sur les faits divers. Donc bon, on a fait les comparutions immédiates. Voilà. Merci pour vos interventions respectives. Je voudrais juste avoir votre regard sur le traitement des féminicides, en fait, et savoir est-ce que c'est les faits divers, ça englobe beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit le traiter différemment? Est-ce que ça mérite une réflexion à part dans vos rédactions? Et puis revenir sur un cas qui m'a beaucoup choquée, qui continue de me choquer, c'est quand on va illustrer des féminicides avec des photos de mariage, de couple. Je pense à un cas qui a été écrit dans une enquête où la grand-mère, en plus de l'émotion, bien sûr, de la perte de sa fille, alors elle voit la photo de mariage de sa fille dans le journal local. Est-ce que c'est nécessaire? Et puis voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais je pense que c'est des choses qui continuent d'alimenter le drame passionnel quand même. Voilà, merci. Comment être sûr que les journalistes respectent la charte, justement, s'il n'y a pas de sanctions? Enfin, mettre des amendes, par exemple, retirer la carte de presse, ce serait aller censurer justement le travail de journalisme. Mais justement, comment être sûr qu'ils respectent la charte si on n'a pas de sanctions, par exemple... Demander au chef, là, s'il y en a qui n'obéissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais par exemple, je pense à Jean Kerr dans l'affaire du petit Grégory. Il a fourni des documents confidentiels comme une cassette, des choses comme ça. Il n'a pas forcément été poursuivi, ou du moins pas à ma connaissance. Mais je me demande comment ils font... comment être sûr qu'ils respectent la charte. Et sanctions des chartes. C'était il y a 42 ans. Allez, on va déjà prendre ça dans l'ordre. Pierre, tu veux aller? Sur quoi? Je vais déjà répondre à la question de madame. Ce qui est un délit par rapport à la loi de 1881 tombe sous le coup de sanctions. Ce qui est un délit de droit commun, le vol de documents par exemple, peut tomber sous le coup de sanctions. Par contre, ce qui est un non-respect de règles déontologiques
le respect des personnes ou autre, ne tombera pas sous le coup de sanction. Et c'est tant mieux. Les conseils de presse dont le CDJM ne prononcent pas de sanctions, à part dire, tiens, là, vous n'avez pas respecté telle règle. Parce que si on commençait à prononcer des sanctions, on rentrerait dans un processus de pression sur les journalistes pour la rédaction, pour le travail sur leur contenu, et ça serait éminemment dangereux dans une démocratie. Donc aucun conseil de presse ne donne de sanctions pour le non-respect de la déontologie. Il dénonce le fait que ça n'a pas été respecté, ça s'arrête là. Je voulais juste, puisqu'il a été question sur les féminicides, moi, très brièvement, puis je laisse la parole à d'autres, moi je pense que c'est un fait divers qui doit rentrer dans le traitement, et toutes les précautions qu'on prend sur le traitement des faits divers doivent être prises concernant le traitement de ce que vous appelez les féminicides. Il n'y a pas de souci là-dessus, y compris peut-être les médias peuvent petit à petit prendre ce mot comme repère, si c'est un mot qui rentre dans la vie, dans la société. Pardon ? Il n'est pas dans le code pénal, mais il peut rentrer aussi dans le vocabulaire de la société, évolue au fil du temps. Après, les problématiques féminines qui sont derrière cela, au-delà des problématiques de faits divers, c'est un autre sujet qui peut valoir une réflexion déontologique. Mais ce qui concerne le fait divers qui met en scène des femmes, dans le cadre de féminicide, par exemple, pour reprendre ce terme, il est traité avec la même exigence que les autres. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins, il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus. Je rebondis peut-être sur le féminicide. Donc c'est effectivement un des éléments qu'on a apporté dans la révision de la charte il y a 2 ans, en rappelant bien qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne figure pas dans le code pénal. Hein. Néanmoins, la réalité existe. Et nous, on s'interdit aujourd'hui de parler de drame passionnel. Et effectivement, quand un conjoint tue sa compagne, son compagnon, on parle de féminicide. Les deux chefs, là, est-ce qu'il arrive... Vous êtes deux chefs, voilà. Est-ce que vous avez sanctionné des journalistes parce qu'ils n'avaient pas respecté les chartes ? Je rebondis d'abord sur les féminicides parce que c'est vraiment intéressant. Et EBRA, on a décidé, nous, de nous doter d'une charte autour de la parité. Et donc la féminisation des noms, etc. Et on a traité, en fait, alors d'une manière un peu détournée, la question du féminicide aussi. Et on a banni aussi certaines expressions. Et ça, c'est aussi accessible sur les sites internet, dans nos chartes. Et on a vraiment aussi insisté sur cet aspect-là. On voulait vraiment que ça soit très, très clair sur la surveillance des mots employés. Qui ne sont plus. Oui, c'est sur c'est accessible sur nos sites. Où on a nos chartes sur les sites, un peu comme Ouest France, et on peut accéder à cette charte autour de la parité et de la féminisation. Rapidement, peut-être avant d'aborder la question sur l'affaire Grégory. Je rappelle que je viens de Vosges Matin avec l'Est républicain, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Entre guillemets, ce qui s'est passé il y a 42 ans ne serait plus possible aujourd'hui. Les journalistes ont fait n'importe quoi, les flics ont fait n'importe quoi, la justice a fait n'importe quoi. Le résultat des courses, 42 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ou on sait mais on ne veut pas le dire. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Et donc, Jean Kerr, mais il n'est pas le seul en fait. Il y a plein de gens qui ont fait un peu... Et comme le disait Pierre Kantz à l'instant, si à l'époque il y avait eu des attaques judiciaires au pénal contre certains journalistes, ils auraient été poursuivis sur ce qu'ils ont fait, et c'est pas du tout les bonnes méthodes. Mais bon, c'est un temps que moins de 20 ans vous ne connaissez pas, donc soyez-en heureux. Oui. Non, juste sur les sanctions. On a, comme dans toute entreprise, des sanctions disciplinaires disponibles. Moi, il m'est arrivé autrefois d'en prendre, mais pas pour des fautes de cette nature, plutôt pour du plagiat, qui est un truc basique, mais quand on recopie le papier d'un confrère et qu'on met son nom en dessous, ça ne se fait pas, c'est interdit. Voilà. Pas pour des choses de cette nature, mais parce que ça prendrait, je pense, d'autres formes. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas le code pénal, la charte. Et donc, à partir de la charte, il y a du débat qui s'engage, et quand le débat n'a pas eu lieu, on se rappelle qu'il s'impose. On n'a pas le droit de mettre son mouchoir sur ces temps d'échange, et qu'à la fin du débat, s'il y a un arbitrage à rendre, c'est effectivement à l'encadrement de le donner et aux équipes de le respecter. Donc
voilà, ça prendra d'autres formes que celle d'une sanction. Ça prendra la forme d'un débat et éventuellement de dire là, il y a eu une connerie, il ne faut pas qu'il y en ait de deuxième. Quoi. Voilà. Il y avait une question qui avait été posée concernant ce que nous avons pointé, nous, dans notre recommandation, l'essentialisation des personnes. Bon, vous savez que la loi déjà interdit la discrimination, l'appel à la haine, etc. Les chartes déontologiques, je pense par exemple à la charte de la Fédération internationale des journalistes, qui est la plus récente historiquement, considère que déontologiquement, il ne faut pas participer à des appels à la haine, participer à des discriminations ou faire renforcer, si vous voulez, ce type d'attitude. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas citer des propos qui sont des appels à la haine, mais il faut les contextualiser et expliquer pourquoi ce sont des appels à la haine. Et donc, sur ce point-là, nous avons dans notre recommandation bien insisté là-dessus, sur le fait qu'il déontologiquement, il ne fallait pas dans le traitement des faits divers, favoriser les amalgames et les préjugés. Je vais vous prendre un seul exemple qui est tout récent. C'est un titre d'un journal. Ce qui s'est passé, c'est l'affaire suivante. Une dame enceinte a été agressée dans la rue par quelqu'un qui était déséquilibré. Le journal en question a titré « Un Tunisien en France depuis 2 mois agresse une femme enceinte ». Pourquoi titrer sur un Tunisien en France depuis 2 mois ? Alors, il y a certainement un choix éditorial et politique qu'assumera ce journal. Il n'en reste pas moins qu'on est là dans une stigmatisation et on favorise les préjugés avec cela. Alors que le fait, c'est qu'une dame a été agressée dans la rue parce qu'elle était enceinte. Donc nous, on insiste beaucoup dans la recommandation sur le fait que c'est une précaution déontologique qu'il faut avoir. Ceci pour répondre à la question de cette dame. Oui, si je peux ajouter, parce que nous, c'est encore un débat qu'on a eu très récemment en conférence de rédaction. Et à la Nouvelle République, la règle est aussi que, par exemple, sur les origines, effectivement, la personne qui est d'origine tunisienne, comme vous dites, etc., c'est quelque chose qu'on n'indique pas, sauf s'il y avait un lien très direct avec... s'il y a une raison de le dire. Voilà, s'il y a vraiment un lien avec l'affaire, par exemple. Bon, ça peut arriver. Mais sinon, en général, on n'est pas censé le mettre. Je reviens sur l'histoire des féminicides. C'est quelque chose... Moi, quand j'ai fait les faits divers, on ne parlait pas de féminicide. On disait une personne était victime d'un meurtre, que ce soit un homme, une femme, un enfant, etc. Bon. Alors, passionnel, c'était déjà à l'époque, on avait tendance à atténuer un peu ça, parce que c'est vrai que ça avait eu une tendance à édulcorer un peu la chose. Ça justifiait presque le meurtre, parce qu'il y avait la passion amoureuse derrière, etc. Bon. Donc, malgré tout, les gens étaient condamnés depuis déjà très très longtemps, y compris quand il y avait la passion. Donc, le mot féminicide, c'est vrai que c'est un mot... Moi, je me suis posé la question, d'ailleurs, une fois, il n'y a pas longtemps. Je fais plus trop les faits divers, et puis, sauf de temps en temps, quand je suis de permanence. Et il est arrivé une affaire dans laquelle une femme avait été tuée par son compagnon. Et effectivement, moi, mon réflexe n'avait pas été de mettre le mot féminicide, parce que je me disais, je ne suis pas sûre que ce soit lié, etc. Et puis finalement, c'est-à-dire que je n'ai peut-être pas eu le réflexe parce que je n'étais pas habituée non plus. Et aujourd'hui, je vois que les jeunes journalistes, eux, ils ont ce réflexe de mettre le mot féminicide, qui effectivement ne fait pas partie du code pénal. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup évolué dans la façon de rédiger, par exemple, des comptes rendus d'audience. À une époque, on mettait des titres qui avaient tendance un peu à minimiser, comme « Il aimait trop les petites filles », enfin ce genre de truc qui était le tonton, etc. Enfin le côté un peu... On s'est fait épingler d'ailleurs par des collectifs féministes sur des trucs comme ça, parce que ça se faisait, ce genre de titre où on essayait d'édulcorer un peu le truc, non pas parce qu'on voulait minimiser, mais parce que c'était une sorte d'habitude. Voilà. Donc ça se fait plus du tout, heureusement, que de ça, les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a vraiment une attention qui est portée là-dessus. Je voulais revenir juste d'un mot sur les suicides, parce que moi, à ma connaissance, même quand je faisais les faits divers en 2004 et 2005 et avant, le suicide à domicile, ça a toujours été quelque chose qu'on ne traitait pas. Oui, mais c'est pour ça qu'il s'est pas mal traité. Sur l'année 2022, il y a plus de 5000 articles traitant du suicide sur les 5 plus grands titres de PQR et PQL. Donc c'est quand même un sujet qu'on traite, et qu'on traite sans avoir les outils en fait pour le traiter correctement, notamment en termes du choix des mots. Mais c'est-à-dire on le traite quand il se déroule sur la voie publique. On ne sait pas comment le traiter. La question c'est pas est-ce qu'on le traite pas, c'est comment est-ce qu'on le traite, sachant qu'on a un risque direct montré de réitération du geste suicidaire chez les lecteurs.
Oui, mais alors, par exemple, si un jeune qui est harcelé dans son collège se suicide, il ne faut pas le traiter. Quel est le... Si. Si, bien sûr. Justement, la question, ce n'est pas est-ce qu'on le traite ou pas, c'est comment est-ce qu'on le traite. Oui, oui, ça, d'accord. Sachant qu'en plus, on a des ressources. Le programme est là pour accompagner les journalistes. Les recommandations de l'OMS ont été distribuées internationalement, sont à disposition librement, gratuitement des journalistes. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour se les approprier, les rendre utilisables dans notre quotidien de journaliste. Oui, c'est dans la... Comment est-ce que, voilà, on arrive à Oui, mais faire correctement. Sachant que c'est un cas d'école qui éclaire en plus l'ensemble des autres pratiques. Bien sûr. Allez, un petit dernier mot, puis on ne va pas trop tarder à... De toute façon, tout ça est dans la Bible bleue. Vous allez vous précipiter au stand d'à côté là-bas, et il y en a une bonne partie. Non, mais juste pour revenir sur les suicides, en fait, nous, on ne traite pas les suicides à domicile, vraiment. On ne traitera les suicides et on traitera la conséquence publique du suicide. Une personne qui, malheureusement, se jette sous un train, on va traiter les désagréments, ce que ça génère en problème de trafic de train. Mais sinon, ça fait douling. Mais encore une fois, on est dans le sujet, est-ce qu'on le traite ou pas? La question n'est vraiment pas... Non, mais c'est pas en train de... Je vous explique comment je le traite. Je vous explique pas si je le traite ou pas, en fait. Quand on traite des conséquences, il faut prendre les mêmes précautions. Enfin, voilà, les précautions à prendre restent les mêmes. Oui. Et la question, c'est comment termine-t-on un débat? Comment termine-t-on un débat? En y mettant fin. Une dernière question. Allez, une dernière. Allez-y. Vous avez ma réponse sur les structures mises en œuvre, les conditions de travail. Les structures. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait une question. Ouais, il n'y avait pas de question. Oh là là, c'est pas... Ça, c'est pas bien, ça, c'est un... Non, c'est pas bien. Je maintiens parce que dans les chartes, il y a la notion d'urgence. Et plein de journalistes n'ont pas la possibilité de discuter parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a la pression du net, parce qu'on peut travailler en isolé, parce qu'on peut arriver en stagiaire-été dans des grandes rédactions. D'accord. Il a dit qu'il était réveillable jour et nuit, lui, là. C'était moi. Non, mais non, mais la question des conditions est une vraie bonne question. Simplement, j'ai pas de réponse mécanique à ça, à part effectivement le fait de diffuser à l'échelle d'un département, d'une région et d'une rédaction cette culture de il n'y a pas de j'ai pas le temps qui tienne. Quand tu appelles, il y a quelqu'un qui te répond. D'abord, une dernière. Allez, quand même, vraiment. Non, c'était juste une précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait une question posée juste devant moi sur le lien entre déontologie et carte de presse et la possibilité de retirer la carte de presse aux journalistes. C'était juste pour préciser que la CCJP, dont je suis membre, mais je ne suis pas le seul dans la salle, n'est pas un organe de déontologie, en fait, et du coup n'a pas le pouvoir de retirer une carte de presse suite à des mauvais agissements supposés des journalistes. Voilà, ça n'est pas du tout dans le champ de compétences de la commission, donc c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver en pratique. On n'a pas répondu à la photo de mariée, mais je crois que c'est un cas assez classique, c'est que malheureusement, je ne sais pas comment, le journal n'avait pour mettre une photo de la victime, etc., n'avait que cette photo-là. Est-ce que c'est nécessaire? Alors est-ce que c'est nécessaire après? Non, je pense que... Ça devient la photo de la personne qui est morte, pourquoi pas? Mais ça, c'est... Bon, voilà. Oui, oui. Ah, J'ai assisté à un procès d'assises, pareil en fait. Oui. Mais le problème de la photo, vous savez, moi je raconte dans un excellent bouquin qui est inventé ici aussi, l'histoire de n'importe quelle photo. Non mais n'importe quelle photo. J'ai eu un jour la visite d'une dame parce qu'on avait passé une photo sur les bus, les transports en commun. Et il y avait un mec qui tenait la barre comme ça, quoi. Bon, on illustrait un bus qui passait. Et la dame, elle arrive et dit, écoutez, je l'ai enterré hier. C'est mon mari que vous avez montré, je l'ai enterré hier. Comment on fait face à ça, quoi? C'est compliqué. On ne se rend pas compte que toute illustration porte beaucoup de choses. Juste un dernier mot. Très souvent, les médias respectent ou corrigent les erreurs déontologiques concernant le traitement des faits divers. Sauf que leur production est immédiatement et maintenant
diffusés sur énormément de supports. Et la correction ne se fait pas sur les supports. J'ai présent à l'esprit un exemple du Parisien libéré qui s'était trompé complètement. Et dans l'édition papier, ils ont fait une correction le lendemain. Dans l'édition numérique, ils ont fait une correction 10 heures après. Sauf que sur tous les réseaux qui reprenaient le papier, c'était le premier papier qui circulait, avec le premier titre, avec la première photo et avec toutes les erreurs. Et ça, moi, j'alerte notamment, puisqu'il y a 2 responsables de rédaction ici, sur l'importance de suivre les corrections lorsque vous les faites sur l'ensemble des réseaux. Oui, sur les réseaux, on peut mettre à jour parfois. Mais... Oui. Merci à tous.